52% de la population vous renouvelle aujourd'hui, comme hier, sa décision de vous porter au dos. Comme prévu, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ont choisi pour une deuxième fois le professeur Alpha Condé pour les futures échéances électorales. Ce mardi, au Palais du Peuple, lors de la convention nationale du parti qui a débuté dimanche 9 août, cette rencontre a connu la participation de tous les militants et alliés du parti. La femme guinéenne a compris très vite la différence entre la vérité et le mensonge. Entre ceux qui promettent et celui qui réalise. Entre ceux qui vendent des illusions et celui qui bâtit la Guinée. Vous avez décidé, dès votre élection à la magistrature suprême en 2010, de dédier votre mandat aux femmes et aux jeunes de Guinée. Oui, professeur Fakoli, vous êtes le choix des femmes de la basse Guinée, de la moyenne Guinée, de la haute Guinée et de la Guinée forêt. La jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, élargie à celle de toute la Guinée par ma voix, vous soutient fermement et s'engage de façon résolue à vous réunir dès le premier tour au 11 octobre 2015. Car, Monsieur le Président, votre victoire est celle de toute la jeunesse guinéenne. Le professeur Alpha Condé remercie tous ses compagnons de lutte et décide pour son second mandat de créer des entreprises pour l'épanouissement du pays. Messieurs les membres et des institutions internationales, nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans la tâche difficile pour amener la Guinée vers un meilleur avenir. Aux hommes d'affaires, je tiens à vous dire que l'Ebola nous a amené à tirer beaucoup de leçons. Une des leçons principales, c'est désormais de tout faire pour faire la promotion des hommes d'affaires nationaux. Tous les combats gagnés en Guinée n'ont été grâce à la mobilisation des femmes. Donc, c'est avec une grande émotion que j'ai écouté votre porte-parole. La jeunesse guinéenne, la valeur jeunesse guinéenne n'a pas pu encore avoir la possibilité de s'épanouir comme nous le voulons. Il faut accepter les partis, il faut accepter les mouvements de soutien, car ce sont des frères qui s'épanouissent. Non, je ne concours pas. Je ne concours pas. Concourir, ça veut dire que c'est des chevaux qui font la même course. Mais nous ne faisons pas la même course. Au regard de l'accueil et l'importance accordée au professeur Alpha Condé, l'on peut dire que c'est parti pour la présidentielle 2015. Bien que mal le leader du RPG Arc-en-Ciel décide d'aller à l'élection, vaille que vaille, avec ou sans l'opposition. Cette convention a pris fin sur les guerres techniques comme pour montrer à la population que la victoire s'annonce. L'adrénaline est montée d'un cran au sein de l'opposition. Elle anticipe sur le calendrier de déroulement de ces manifestations de rue. Ce mardi, l'UFDG a donné le ton en appelant à une journée ville morte mercredi en signe de réaction à l'arrestation de son député Ousmane Gawal Diallo, accusé de coups et blessures sur un opérateur économique. Un programme de manifestation que nous avions déjà décliné la dernière fois, nous le maintenons, mais nous le modifions en prévoyant demain une journée ville morte dans toute la ville de Conakry. Ça, c'est pour protester contre l'arrestation, l'incarcération totalement illégale du député Ousmane Gawal Diallo, qui peut être soumis à une procédure judiciaire sans qu'une détention préventive ne lui soit appliquée. Donc, on ne comprend pas pourquoi il a été incarcéré comme un vulgaire hors la loi.
Deuxièmement, le 17 août, comme nous l'avions prévu, nous allons faire une manifestation, mais qui va être une journée ville morte à Conakry et sur toute l'étendue du territoire national. Au cours de cette sortie médiatique de l'opposition, elle a fustigé le dernier communiqué du gouvernement portant sur le dialogue politique interguinéen, des conclusions que l'opposition refute. Le gouvernement a publié il y a quelques jours un communiqué dans lequel il voulait faire croire que le dialogue était en train d'avancer et que même sur les 10 points inscrits à l'ordre du jour, 8 avaient fait l'objet de consensus et qu'il n'y avait plus que 2 points qui étaient en débat. Nous nous sommes déjà insurgés en faux contre cette déclaration. 10 points étaient inscrits à l'ordre du jour du dialogue de juillet. Sur les 10 points, 4 seulement ont été examinés. Il est donc matériellement impossible d'être d'accord sur 8 points alors qu'on n'en a examiné que 4. 4 points ont fait l'objet de discussions au niveau du Palais du Peuple. Ces 4 points étaient, premièrement, la question des délégations spéciales, la question du calendrier électoral, la question du fichier électoral et la question de la CENI. Dans sa présentation du tableau sombre de la gouvernance actuelle, l'opposition s'invective contre le décret fixant la date du premier tour de la présidentielle au 11 octobre prochain. Le président de la République a décidé tout simplement d'entériner la proposition de la CENI et de confirmer, de formaliser la date du 11 octobre comme étant la date de tenue des élections présidentielles. Nous nous disons qu'il a fermé une autre porte de dialogue, de compromis, parce que cette date-là pouvait être modulée de manière à pouvoir nous permettre de nous accorder sur un calendrier électoral qui respecte la loi, mais en même temps qui respecte nos légitimes revendications. On avait dit que le 11 octobre était une date qui était constitutionnelle, certes, mais on avait dit également qu'il était possible, entre le 11 octobre et la fin du mandat du président de la République, c'est-à-dire le 20 décembre, d'aménager le calendrier électoral de manière à ce que se tiennent dans cette période-là et les communales et les présidentielles. Toutefois, l'opposition envisageait déjà de battre le pavé le 17 août. Et contre toute attente, la fixation de la date des prochaines élections vient rétrécir le champ à l'opposition. Clôture ce lundi la consultation nationale de la jeunesse guinéenne sous le thème « Nos jeunes ont du talent ». C'est le palais Mohamed VI qui a servi de cadre de cet événement. Une journée de restitution des résultats de 76 jours de réflexion, de dialogue franc et constructif des jeunes de Guinée. Au cours de cette cérémonie, les différents commissaires régionaux et préfectoraux ont mis à profit de remettre le cahier de doléances au président de la République, le professeur Alpha Condé. Les jeunes de Guinée, nous manifestons, ce n'est pas tout simplement pour opposer ou pour semer le désordre, mais davantage pour exprimer notre incompréhension devant l'indifférence du gouvernement et d'une manière générale de nos aînés par rapport à nos préoccupations et nos besoins. La nécessité de promouvoir une éducation de qualité dès le plus jeune âge, notre souhait de renouer le dialogue avec nos aînés, notre volonté de participer pleinement à la vie de société et à la prise de décision, conformément à l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse, dont vous avez signé les instruments de ratification en 2011. Quant au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, estime que toutes les couches juvéniles ont été touchées par ce projet. C'est donc pour la première fois en Guinée que l'État a donné la parole aux jeunes Guinéens. C'est pour la première fois en Guinée que l'État a écouté leurs demandes. C'est pour la première fois en Guinée que l'État va tenir compte de leur avis, de leurs propositions, de leurs idées, de leurs recommandations pour répondre au plus près de leurs besoins. Succédant, il dira que c'est une consécration des jeunes du pays. Fierté d'abord car cette consultation nationale marque et concrétise l'engagement de la politique du professeur Alpha Condé de faire participer les jeunes à la prise de décision et à l'exercice de responsabilité et de promouvoir l'éducation citoyenne pour l'adoption par les jeunes de comportements responsables, une vision pour la Guinée de demain. Fierté ensuite car il s'agit là d'inculquer une nouvelle approche pour les politiques publiques que nous devons imaginer au plus près des besoins et des réalités du jeune Guinéen.
Dans son discours de clôture, le président de la République a exhorté le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune d'encourager la gente féminine d'y adhérer massivement à ce projet. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord faire 2 remarques. La première, Madame la représentante des Nations Unies, je vois que la jeunesse guinéenne a le même défaut que la société guinéenne, la phallocratie. Quand je vois la salle, les femmes constituent la moitié de la population et il y a très peu de jeunes filles. Je vous ai donné les poèmes d'Aragon et les chansons de Jean Ferrat pour vous apprendre que non seulement la femme est l'autre moitié du ciel, mais que c'est la femme et l'avenir du monde. La deuxième remarque, vous dites tous c'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois. Moi j'ai appris d'un grand homme d'État et d'un grand libérateur qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. On ne peut pas parler à la place des autres. Nous ne voulons pas que ces cadres qui vont et viennent et parlent au nom de la jeunesse. Si nous voulons connaître ce que veut la jeunesse, il faut les écouter. Donc il faut faire des enquêtes. Cela est valable pour la jeunesse comme pour les autres composants de la société nationale. Alors ne soyez pas surpris que sous moi, ça sera ma première occupation. D'abord les enquêtes avant de décider. Merci. Cette consultation est une nouvelle approche qui permettra aux jeunes de Guinée d'être responsables, sérieux pour une mise en avant de la Guinée. La Guinée, qualifiée de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est aussi touchée par les conséquences du changement climatique. Ces derniers temps, de la capitale Conakry à l'intérieur du pays, les effets du réchauffement climatique se font sentir. De la destruction des réserves des forêts classées à l'ensablement des fleuves jusqu'au tarissement des cours d'eau des rivières et marigots, le tableau de l'environnement est désolant. À Conakry, les poumons d'oxygène de la ville sont affectés. Les réserves de Kakimbo et Anta sont en destruction très poussée. Pire, le jardin botanique de la Kamayenne est vieillissant. Les causes, généralement, vous avez vu, les causes, c'est l'urbanisation anarchique. Il y a l'urbanisme, bien sûr, qui est la première cause, parce que les gens viennent, ils attaquent les forêts pour pouvoir dégager une zone, pour pouvoir y habiter. Il y a ensuite tout le problème là, vous savez, la principale source d'énergie ici, c'est le bois énergie. Le bois énergie, c'est le charbon de bois, c'est le bois de chauffe. Vous savez, les gens coupent le bois, ils ont besoin de bois, ils coupent et puis pratiquement ils se chauffent avec, ils font la cuisson des aliments avec. Il y a les boulangeries au niveau de ces différents bois. Bon, là, c'est pratiquement un jardin qui est beaucoup protégé, mais comme vous le voyez, malgré toutes les protections, vous voyez quelques dégradations. Parce que tout simplement, il n'y a pas de suivi. Pour le suivi, il faut un financement. Sinon, ça pourrait constituer un bon lieu là, un sanctuaire là où pratiquement les étudiants en biologie, les étudiants en géographie, les étudiants même en pharmacie peuvent venir suivre leurs cours au niveau d'ici, les cours pratiques. Et puis aussi, ça peut être un lieu de loisirs. On avait essayé de prévoir à peu près un lieu de loisirs. Il y a même des gens qui sont venus nous contacter pour faire un lieu de massage, de kinésithérapie. Mais malheureusement, toutes ces initiatives-là n'ont pas abouti. Outre la destruction des réserves de forêt, s'ajoute l'occupation anarchique des bordures de mer. Ensuite, il y a tout le domaine public maritime, le DPM que nous appelons, qui est pratiquement maintenant est occupé, qui est agressé, qui est occupé de part et d'autre, où les gens sont en train d'élever, de rembler la terre et puis d'élever pratiquement de grands bâtiments au niveau de ces différentes zones. S'agissant du bouleversement climatique, le directeur national adjoint des eaux et forêts apporte des précisions. Il y a beaucoup de pollution dans les pays développés qui sont pratiquement absorbés au niveau des pays en voie de développement, qui constituent ce qu'on appelle des puits de carbone. Alors nous prenons tout le carbone produit là au niveau de ces différentes zones, pratiquement absorbé par nos forêts au niveau d'ici. Donc pratiquement l'atmosphère a changé, c'est pourquoi on parle de changement climatique. Et c'est ce qui fait qu'on a tendance à avoir le réchauffement. Mais seulement ce n'est pas uniquement ce changement qui va dans un seul sens. Dans beaucoup de sens, dans la mesure où il y a aussi bien des sécheresses que des inondations. C'est qu'on ne peut plus contrôler le climat. Le climat devient en quelque sorte rebelle, alors on ne peut plus le contrôler. Donc pratiquement, il y a les saisons qui se poursuivent. La saison commence des fois plus tôt et se termine plus tôt des fois. Elle commence très tard. Elle se termine très tôt, donc pratiquement il y a une perturbation, même au niveau de l'agriculture, les cultures sont beaucoup perturbées. Donc ça fait une baisse énorme de rendement qui joue sur le niveau de vie des populations.
En tout cas, le retard des pluies avec son corollaire de dégâts tant à Conakry qu'à l'intérieur illustre à suffisance les effets du changement climatique. L'opposition rejette le chronogramme présenté par la Commission électorale nationale indépendante au Niger. C'est à travers une déclaration publique que la coalition des partis d'opposition s'est exprimée dimanche 9 août. Elle dénonce le calendrier prévisionnel des futures élections présidentielles, législatives et locales de 2016 proposées par la CENI. Et pour cause, il n'y aurait pas eu de consensus. Si tant est qu'on veuille avoir des élections qui soient libres, transparentes, honnêtes, la base doit être claire. Deuxièmement, il y a la CENI. Nous nous retrouvons avec une CENI qui a peut-être perdu le « i » parce qu'elle ne semble pas si indépendante que cela. Dans cette déclaration, l'opposition récuse aussi la Cour constitutionnelle. Elle souhaite également que les élections locales se déroulent avant les présidentielles. Au Niger, habituellement, c'est les élections locales avant les présidentielles. La CENI a inversé le calendrier, sans doute pour faire face, selon certaines sources, à des considérations financières. L'enjeu le plus important pour la CENI qui est en charge de l'organisation des élections, c'est le présidentiel et les législatives, ensuite le local. Mais l'opposition pense que l'organisation de local va permettre d'avoir un indicateur sur le poids de chaque parti. À partir de là, on pourrait voir le poids de chaque formation politique et ça peut refléter la sincérité ou non des élections législatives et présidentielles. Selon le calendrier proposé par la CENI, le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives est prévu le 21 février 2016, le second tour au 20 mars, tandis que les élections locales ont été programmées pour le 9 mai 2016. 11 août 1960, 11 août 2015. Le Tchad, en Afrique centrale, célèbre ce mardi le 55e anniversaire de son indépendance, dans un contexte de lutte contre Boko Haram. À cette occasion, diverses manifestations sont organisées à travers le pays. Mais c'est à Abéché, la deuxième plus grande ville du pays, que le chef de l'État Idriss Déby Itno présidera aux cérémonies de cette fête nationale. Pour nombre de Tchadiens, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les avancées politiques et économiques enregistrées. Cette année, la fête se passe plutôt à l'est du pays, à Abéché, la deuxième grande ville du Tchad. Alors je vous dirais qu'après 55 ans au Tchad, si nous devons comparer le Tchad à un être humain, je dirais que c'est un homme adulte bien mûr. Donc le Tchad, mon pays, est indépendant et souverain. Et sous la clairvoyance de l'homme qui préside les destinées de notre pays, je voudrais dire le camarade Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du Salut, président de la République du Tchad, nous allons inexorablement vers l'indépendance économique, c'est-à-dire vers l'émergence du Tchad. Nous attendons le lendemain meilleur, le peuple tchadien attend. Un grand défilé militaire et civil est prévu à la place de l'indépendance, en présence de plusieurs personnalités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi que des représentants des organisations non gouvernementales. Abéché est la deuxième plus grande ville de la République du Tchad après la capitale N'Djamena et la troisième économiquement. Tout un symbole pour un pays qui a enregistré 7,2% de croissance en 2014, même si les populations n'en profitent pas toujours. Oui, il faut dire que l'indépendance pour les consommateurs tchadiens, il faut dire que les Tchadiens n'ont pas vraiment goûté aux fruits de l'indépendance parce que juste quelques années avant les indépendances, le Tchad a basculé dans des guerres civiles qui ont pratiquement, je dirais, retardé beaucoup plus le développement du pays. Donc aujourd'hui, si les Tchadiens n'aspirent à la paix que depuis, je dirais, 2008, où ils ont senti quelques efforts en matière d'accès aux services de base qui se sont un peu améliorés. Chef-lieu de la région du Wadaï et du département de Ouara, la ville Abéché est située à plus de 700 km de N'Djamena. Les parlementaires rwandais sont largement d'accord pour la révision de l'article 101 de la Constitution qui limite à 2 le mandat présidentiel. Une décision prise lors de la plénière du 10 août 2015 à Kigali. 73 députés et 24 sénateurs présents ont voté oui pour l'amendement. Les membres du Parlement souhaitent mettre sur pied une commission pour épauler le Parlement dans cette dynamique d'amendement de la Constitution.
La conférence des présidents va présenter le projet d'amendement de la Constitution devant la séance plénière. Et la séance plénière va prendre la décision en vertu de l'article 193 de la Constitution. Et quand elle aura terminé de prendre cette décision, la conférence des présidents va examiner ce projet de révision de la Constitution. Quand on aura voté, on va le transmettre au Sénat. Et le Sénat, dès qu'il termine de voter, et on va suivre la voie normale et suivra le référendum par après. L'opposition reste défavorable à un amendement de l'article 101 de la loi fondamentale du pays. Elle invite même le chef de l'État à céder pacifiquement son fauteuil après son dernier septennat qui expire en 2017. Nous voulons qu'il termine les deux mandats et puis qu'il s'occupe d'autres fonctions politiques parce que la loi, déjà la Constitution, a prévu comment un chef de l'État, lorsqu'il termine ses mandats, sa vie après ces deux mandats, donc la vie du président de la République. Rappelons que la Cour suprême continue de statuer sur le contentieux concernant une probable révision de cet article opposant le gouvernement et le Parti vert de l'opposition. Les sages rouvriront ce dossier en septembre 2015. Ils sont là, les espoirs de l'athlétisme ivoirien. 4 filles, 4 garçons qui en toute discrétion s'entraînent chaque jour sans relâche. Ici, la piste est usée, le stade un peu vieilli, mais qu'importe, car ces jeunes aiment courir vite, très vite. Depuis quand j'avais 12 ou 14 ans, je rêvais de devenir comme Usain Bolt, qui est un peu, comment dirais-je, la star de tout, le rêve de tout jeune athlète. Et sincèrement, j'espère devenir, comment dirais-je, le meilleur sprinter au monde. Ouais. Ce centre est le seul du pays à former des sprinteurs. Une école emmenée par d'anciens professionnels qui veulent transmettre la tradition ivoirienne de la discipline et faire éclore une nouvelle génération d'athlètes. Nous leur inculquons l'envie de gagner, l'envie de mettre des grands champions. Nous parlons des exemples, comme vous l'avez dit, de Muriel, de Mité Ben, de Kofi Wilfried, qui sont des grands champions. Wilfried était ici avec nous, des talents chinois. Aujourd'hui, il a été quand même champion d'Afrique, champion du monde universitaire. Et ces enfants, ces gamins veulent le faire comme lui. Wilfried Kofi remporte le 100 et le 200 mètres. C'était à Marrakech l'année dernière pour les championnats d'Afrique. L'Ivoirienne Muriel Aouré s'impose aussi sur 200 mètres. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire devient la reine du continent. Depuis, à Yamoussoukro, les jeunes ont tous les espoirs et marchent sur les traces de leurs aînés. La médaille que j'ai eue au championnat d'Afrique junior au 100 mètres. Maintenant qu'elle brille sur le continent, l'objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est de conquérir la scène mondiale et avec ces jeunes espoirs, devenir dans quelques années la Jamaïque d'Afrique. Eh bien, on sait déjà qu'il prévoit toutes les mesures budgétaires jusqu'en 2018, mais qu'il est beaucoup plus large pour 2015. Les créanciers ont dû s'ajuster concernant la situation économique du pays qui est actuellement catastrophique. C'est ici derrière moi, rien ne va plus pour la Grèce et c'est pour cela qu'il fallait s'adapter, notamment concernant l'excédent budgétaire. Il a été revu à la baisse et l'objectif est fixé à 0,25% pour cette année au lieu de 1% comme exigeaient les créanciers au départ. Ensuite, il y a toute une série de réformes et de taxes, notamment des taxes à la tonne pour toutes les compagnies maritimes. Rappelons que la marine marchande est le premier pilier de l'économie grecque avant même le tourisme. Il y a aussi la baisse des prix des médicaments génériques ou encore la lutte contre la délinquance financière et toute une série ainsi de réformes et comme notamment la dérégulation du marché de l'énergie, c'est-à-dire son ouverture à la concurrence et cela bien entendu fait déjà réagir dans la population grecque. Il reste quelques petits détails, 1 ou 2 points d'achoppement, notamment sur la taxe agricole d'une part et aussi sur le fonds de privatisation qui va se transformer en fonds de valorisation des richesses grecques. C'est sur ce que contiendra ce fonds qu'il reste encore des négociations à effectuer, mais cela bien entendu ne se fera qu'après le vote. Le vote devrait intervenir ces prochains jours. Et tout commence le 20 août avec un remboursement de 3,4 milliards d'euros
la Banque Centrale Européenne. Forcément, la Grèce ne les a pas, mais avec la conclusion de cet accord, eh bien, la Grèce va pouvoir demander un prêt relais, c'est-à-dire un premier versement de ce nouveau prêt, ce nouveau plan d'aide de 82 milliards d'euros. Ce versement devrait intervenir la semaine prochaine, car si le plan d'aide est voté, il contient 2 articles et 27 pages. S'il est adopté jeudi, l'Eurogroupe de vendredi pourra le valider. À ce moment-là, un versement pourra être débloqué dès la semaine prochaine, auquel cas la Grèce pourra assurer son échéance de la Banque Centrale Européenne. Il y a d'autres échéances dès le début du mois de septembre, pareil, d'un montant d'à peu près 3 milliards d'euros au Fonds monétaire international comme à la Banque Centrale Européenne. Et cela encore, eh bien, la Grèce sera maintenant en mesure de les assurer. Et il y a une autre question par la suite concernant donc les autres versements de ce prêt de 82 milliards d'euros, à savoir l'application, la mise en œuvre des réformes qui vont être adoptées donc, ces jours-ci, à savoir comment Alexis Tsipras pourra s'y prendre, car il n'a absolument pas de temps et tout doit être mis en œuvre au plus vite pour que les créanciers valident un maximum le versement des tranches. Et c'est là que forcément le bas blesse et il y aura bien entendu des contrôles. Ce que Alexis Tsipras refusait, il va devoir maintenant s'y plier. Dans la salle de contrôle, l'instant est solennel. Le réacteur nucléaire de Sendai vient d'être réactivé après 4 ans d'inactivité. Notre décision de reprise d'activité est claire. Et c'est donc basé sur cette décision que la centrale de Sendai a été de nouveau activée. Le cœur du réacteur devrait commencer dès vendredi à générer de l'électricité qui sera exploitée commercialement début septembre. Le gouvernement de Shinzo Abe cherche ainsi à faire des économies. Depuis 4 ans, le pays dépend des importations d'énergie fossile qui coûtent cher à l'État et aux industries. Cette reprise d'activité met en colère beaucoup de Japonais, à commencer par l'ancien Premier ministre Naoto Kan. On ne peut pas prévenir les accidents, c'est pour ça qu'ils arrivent. Et dans ce cas, toutes les précautions nécessaires pour empêcher un accident n'ont pas été prises. Rien n'est résolu depuis Fukushima. Pourtant, cette centrale est réactivée. Cela a été une vraie surprise pour moi et je trouve ça terrible. Avant Fukushima, 30% de l'électricité du Japon venait du nucléaire. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite que ce pourcentage atteigne au moins 20% d'ici 2030. Ainsi, le réacteur de Sendai n'est que le premier sur la liste. Sur les 43 centrales opérationnelles que compte le Japon, 23 sont en train de subir des contrôles de sécurité. Cet habitant de Orlivka fait le tour de son appartement et constate impuissante l'ampleur des destructions. Hier matin, vers 9h, ils ont commencé à bombarder. La moitié du toit a été détruite. Tout l'appartement était couvert de débris. Les gens ont dû fuir. Nous n'avons plus de fenêtres, plus rien. Partout dans la ville, des toits effondrés, des fenêtres brisées, des murs marqués d'impacts de balles. Tous les habitants dénoncent une recrudescence des violences des deux parties.